L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Pendant que la Russie se démène dans la guerre civile, la victoire des bolcheviks et l'installation du stalinisme, la Pologne, elle, connaît un sort très différent, puisque l'État polonais, disparu en 1795, renaît de ses cendres grâce au traité de Versailles, et une Pologne indépendante reparaît sur la carte avec comme capitale Varsovie. Et cette Pologne va immédiatement, comme on l'a vu précédemment, s'affronter à la Russie dans une guerre qui finira par être victorieuse pour les Polonais, grâce notamment à l'intervention de militaires français envoyés par le gouvernement, militaires dirigés par le général Weygand, le chef d'état-major de Foch, généralissime des armées alliées, et on trouvera dans les officiers envoyés avec Weygand un certain capitaine de Gaulle. La Pologne naissante fait connaître immédiatement ses revendications territoriales, d'où la guerre avec la Russie, l'occupation de Vilna, qui est quand même la principale ville de Lituanie et que les Polonais annexent sans vergogne, et elle va avoir une attitude, dès le départ, très hostile aux Juifs, qui sont 3 millions sur son territoire, la plus grande partie dans les villes, à Varsovie, à Łódź, à Lublin, à Białystok et en Galicie, puisque la Nouvelle-Pologne comprend la Galicie qui était auparavant austro-hongroise, avec notamment Cracovie. Les Polonais vont traîner les pieds pour accepter les conditions du traité de Versailles, à savoir la reconnaissance des minorités, notamment de la minorité juive. Ils ne souhaitaient pas du tout que les Juifs aient des droits particuliers. Or, le traité de Versailles va les leur imposer grâce à un comité des délégations juives qui va s'occuper des Juifs d'Europe centrale et se battre dans la négociation du traité pour que les nouveaux pays, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Autriche, Hongrie, reconnaissent une minorité juive avec ses droits. Ces droits, c'est ceux d'avoir leur école, d'avoir leur langue, de ne pas être obligé d'accomplir un travail le Shabbat ou d'être obligé de répondre à des convocations au tribunal ce jour-là ou de devoir suivre des cours. Bref, un minimum de droits spécifiques que les Polonais, pendant longtemps, refusent de signer, notamment le chef de la délégation polonaise, qui deviendra le premier président de la République de Pologne, un grand pianiste, mais un parfait antisémite, Ignacy Paderewski. Paderewski fait de la résistance, mais Clémenceau lui fait une belle lettre en lui disant « c'est comme ça et pas autrement », je simplifie à peine, et donc Paderewski est obligé d'accepter. Cette acceptation, certes, elle est faite, et la Pologne va plus ou moins appliquer ce droit des minorités aux Juifs, mais avec beaucoup de réticence. On va trouver une vie polonaise très agitée, avec des partis antisémites, des Juifs certes élus à la Diète polonaise, représentant le Bund, qui en Pologne n'est pas interdit, contrairement à ce qui se passe dans la Russie voisine, mais les Juifs vont souffrir de la situation difficile de la Pologne au début des années 20. Beaucoup vont émigrer vers la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Dans les années 20, les frontières ne se ferment pas, sauf aux États-Unis, en 1921, puis encore plus durement en 1924 avec le Johnson Act. Mais beaucoup de Juifs vont quitter la Pologne, à titre personnel. C'est le cas de mes grands-parents maternels qui arriveront en France en 1921. Et mon grand-père trouvera immédiatement du travail
dans les usines Renault, il fallait compenser les pertes subies, les pertes humaines de la guerre, et donc on prenait une main-d'œuvre qui venait de toute l'Europe, et donc mon grand-père a pu être pris comme ouvrier sellier chez Renault, et on pourrait multiplier les exemples. Mais pour ceux qui restent en Pologne, la situation est particulièrement difficile, et puis il va y avoir un coup d'État en 1926, du héros de l'indépendance polonaise, le maréchal Pilsudski, qui n'est pas antisémite, c'est suffisamment rare en Pologne pour être noté, surtout dans la Pologne de l'époque, quoique, mais il veut assimiler les Juifs à la nation polonaise, et donc il n'aime pas les partis comme le Bund, qui veut une autonomie juive. Cette assimilation, elle se fait, elle existe dans la Pologne. Il n'y a pas que des Juifs à Kaftan. Beaucoup sont des fonctionnaires, des instituteurs, des professeurs qui abandonnent plus ou moins le yiddish pour le polonais, mais ça ne concerne encore qu'une fraction de la population juive. En 1935, Pilsudski meurt, et là, c'est à nouveau un déferlement antisémite, aggravé par la situation économique liée à la Grande Dépression de 1929. Les Juifs sont empêchés, dans beaucoup de cas, d'aller à l'université, empêchés de travailler, les bagarres de rue sont incessantes. Et c'est pas un hasard si je reprends des exemples personnels que mon père, à l'âge de 15 ans, fatigué de faire le coup de poing dans la rue face aux antisémites, quitte le pays avec une de ses tantes et son oncle vers la Hollande et la Belgique. Donc une situation très difficile, d'autant que à partir de cette période, les Polonais disent le droit des minorités, on s'en moque. Il ignore dès lors les clauses du traité de Versailles, et donc entre 1935 et 1940, la situation des Juifs polonais devient très difficile, avec des partis à la diète qui sont ouvertement antisémites et qui pratiquent la chasse aux Juifs dans les rues. Donc, quand la guerre va éclater en 1939, la situation des Juifs, qui était affreuse déjà, va devenir encore pire. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.